Bonjour à tous, on est heureux de vous accueillir pour ce webinaire exceptionnel. Exceptionnel parce qu'on va parler de loi de finances alors que nous sommes le 20 février. On a 2 mois de retard. D'habitude on le fait à Mogador. Alors, on a fait une animation à Mogador cette année sans loi de finances, on a réussi cet exploit. Mais là cette fois on a la loi de finances, elle est arrivée en février et on va donc vous la présenter ce matin. On a eu une semaine pour faire la synthèse, donc on a essayé de se concentrer sur les principales mesures de cette loi de finances qu'on s'est répartie à 3. Donc nous sommes 3 pour vous présenter ça ce matin. Tout d'abord, Jérôme Cesbron, qui est notaire, que vous connaissez pour ceux qui ont l'habitude de venir à Mogador, parce que tu es un des artistes de Mogador, tu as accepté de venir dans notre modeste salle, on n'a pas pu réserver de nouveau le théâtre. Et donc Jérôme nous a fait le plaisir de venir représenter les notaires qui participent à ce webinaire et qui va donc nous présenter une partie des mesures fiscales. On a aussi Laurent Benoudiz, expert comptable, vice-président de l'Ordre et président du club fiscal à Paris, qui évidemment va venir nous présenter une partie des mesures de la loi de finances. Et moi-même, Gilles Bossigère, également expert comptable et vice-président du club Patrimoine. Vous avez, je pense, l'occasion de me voir sur les webinaires du club Patrimoine sur les sujets de fiscalité. Donc je vais modestement accompagner ces deux artistes dans cette présentation. Alors, avant de vous dire ce que la loi de finances prévoit, on va déjà vous dire ce qu'elle ne prévoit pas, parce qu'il y avait un certain nombre d'interrogations qui se posaient sur le contenu de cette loi de finances, et certaines dispositions dont on pouvait craindre qu'elles soient prises dans cette loi de finances ne sont pas dans cette loi de finances. Tout d'abord, le prélèvement forfaitaire unique, on craignait une augmentation du PFU, de la flat tax. Eh bien, il n'y a pas d'augmentation de la flat tax, en tout cas pas d'augmentation directe de la flat tax, elle est toujours à 12,8, enfin 30% si on rajoute la CSG, mais il y a cette CDHR qui la ramène potentiellement à un niveau un peu plus important. En tout état de cause, le PFU est toujours à 12,8, il ne bouge pas. On pouvait craindre aussi, et c'était d'ailleurs la thématique principale de Mogador, une forme de rétroactivité sur les distributions de dividendes et les plus-values réalisées en 2024. On sait que Bercy, c'était dans la presse, Bercy cherchait des moyens de créer une forme de rétroactivité. Ils ont abandonné ce combat, ils ont compris que ça allait peut-être être chaud et ils n'ont pas voulu prendre de risques. Donc sur 2024, ça y est, on est à peu près sûr que c'est pérennisé. Les distributions de dividendes et plus-values réalisées en 2024 seront bien à la flat tax et donc sans la CDHR qui ne court qu'à partir de 2025. On a eu une petite frayeur fin janvier, puisque le texte qui était en discussion au Parlement a été très impacté par le Sénat. Le Sénat a fait passer beaucoup d'amendements et avait prévu à un moment donné de transformer l'impôt sur la fortune immobilière en impôt sur la fortune improductive, alors qui globalement conduisait à élargir la base de l'IFI pour revenir à une espèce d'ISF, donc on avait le cash, les crypto-monnaies, etc. Il y avait aussi des choses qui sortaient, il y avait des biens immobiliers qui sortaient de la base, donc c'était assez étrange, c'était une vraie grosse refonte de l'IFI, mais finalement l'IFI n'est absolument pas touché, il n'y a aucune mesure qui concerne l'IFI, et donc l'IFI reste strictement en l'état dans cette année fiscale. Il ne touche pas le pacte Dutreil, vous savez que le pacte Dutreil, depuis que l'amie Élise Lucet en a fait une émission Cash Investigation est largement dans le collimateur d'une partie des parlementaires. Plusieurs amendements ont été en discussion, y compris sous le régime Barnier, pour réduire le champ d'application du Dutreil et réduire l'intérêt fiscal du Dutreil. Il a été question, par exemple, que la plus-value de cession post-donation ne soit plus purgée. Il a été question de réduire la base d'exonération en sortant le cash excédentaire. Enfin, il y a eu plusieurs amendements qui ont été en discussion. Finalement, il n'y a aucune mesure qui concerne le pacte Dutreil qui reste strictement identique sur l'année 2025. Ça, c'est ce que la loi de finances ne contient pas, mais il y a évidemment des dispositions. Et avant de laisser mon camarade Laurent présenter la première, on peut se dire que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une loi de finances avec autant de mesures un peu structurelles. Depuis 2018, c'est vrai qu'on avait une certaine stabilité des lois de finances qui se succédaient avec finalement que des petits ajustements. Là, on a quand même des nouveaux dispositifs, des nouvelles règles qui sont créées par cette loi de finances. Et on en a retenu 3 principales. Après, on rentrera dans le détail de mesures un peu moins structurantes. Mais les 3 principales qu'on a retenues et qu'on va vous présenter d'abord, c'est évidemment la CDHR, la contribution différentielle sur les hauts revenus. Il y a la réforme de la fiscalité sur le management package et la réintégration des amortissements sur les plus-values de LMNP que Jérôme nous présentera. Et donc on commence par la CDHR et je laisse la main à Laurent.
Merci Gilles. Bon, je crois que tu viens d'annoncer toutes les bonnes nouvelles. Maintenant, on va passer aux mauvaises nouvelles. Donc, les bonnes nouvelles, c'est tout ce qu'il n'y avait pas. La mauvaise nouvelle, c'est évidemment tout ce qu'il y a, et notamment la création de cette contribution différentielle sur les hauts revenus, qui est créée au titre de la seule année 2025. C'est-à-dire qu'il y a tout un dispositif qui a été mis en place et qui n'est censé ne s'appliquer qu'au titre des revenus de 2025. On verra à la fin de l'année 2025 si c'est prorogé, mais on peut s'imaginer qu'un texte qui instaure une contribution minimum d'impôt de 20%, c'est-à-dire qui vise évidemment les plus riches, puisqu'elle ne s'applique qu'à ceux qui sont dans le champ de la contribution exceptionnelle sur les revenus, la CEHR, donc plus de 250 000 euros de revenus pour un célibataire, 500 000 euros pour un couple, risque d'être évidemment prorogé. Tellement c'est facile d'expliquer que c'est pas normal que ces gens-là payent moins de 20% d'impôts. Alors évidemment, la plupart d'entre eux, c'est soit des plus-values, soit les dividendes. On n'oublie pas qu'ils ont d'abord payé un impôt sur les sociétés lorsque c'est des dividendes, et lorsque c'est des plus-values, on doit se comparer à ce qui se passe dans les autres pays européens. Alors comment fonctionne cette contribution différentielle ? Eh bien, on va prendre le revenu fiscal de référence, mais ce n'est pas le revenu fiscal de référence qui apparaît sur votre déclaration d'impôt, puisqu'il va falloir le retraiter. Et ce revenu fiscal de référence multiplié par 20% doit être le montant de l'impôt minimum. Quel est l'impôt minimum? On additionne l'impôt sur le revenu, la CEHR, donc les 3 ou 4% qu'on a pu payer, et certains prélèvements libératoires, donc il y a toute une liste. Et puis on rajoute 1 500 euros par personne rattachée au foyer fiscal, et on rajoute, allez comprendre pourquoi, 12 500 euros pour les contribuables qui sont en couple. Voilà, donc il y a un bénéfice à être en couple, en fait, quand on veut calculer la CDHR, puisqu'on a droit à 12 500 euros de franchise d'impôt qui viennent se rajouter. Donc ça, c'est le mode de calcul de la CDHR. Concrètement, évidemment, si vous franchissez le seuil de 250 000 euros en étant célibataire ou 500 000 euros en étant en couple, vous risquez de basculer tout de suite dans le paiement de cet impôt. Donc il y a un dispositif de décote qui a été mis en place, qui est assez surprenant. La première fois qu'on a fait les calculs, quand on a reçu le texte, on avait du mal à comprendre comment ça fonctionnait. On aurait pu s'imaginer, parce que l'administration sait gérer ces systèmes de décote. 151 septies, 90 000 euros, 122 000 euros, vous avez une forme de prorata. Voilà, elle connaît le principe qui permet d'appliquer un pourcentage pour éviter d'avoir un effet de seuil qui fait que dès que vous dépassez de 1 euro le seuil, vous rentrez dans le calcul de la CDHR. Là, le montant de la décote, c'est la différence entre la CDHR avant décote et 82,5% de la différence entre ce revenu et 250 000 ou 500 000 euros. Alors, un petit exemple, vous allez voir, c'est assez surprenant. On a un célibataire qui perçoit 80 000 euros de salaire, 200 000 euros de dividendes, donc on a un revenu global. Alors, c'est 80 000 euros après abattement, 10%, 200 000 euros, c'est le montant des dividendes perçus. Donc, on a un revenu fiscal de référence, on fait abstraction de tous les correctifs qu'on va appliquer, mais de 280 000 euros. Impôt sur le revenu, 14 886 euros au barème, et 25 600 euros, au taux de 12,8, sur le montant des 200 000 euros. Et puis, on a 900 euros de CEHR. Pourquoi 900 euros de CEHR? Parce qu'évidemment, la contribution exceptionnelle sur le revenu s'applique si vous dépassez les 250 000 euros. Et donc, total d'imposition 41 386. Taux d'imposition 41 386 sur 280 000, ça fait 14,8. Donc, évidemment, je ne suis pas aux 20% exigé par cette nouvelle taxe. Montant de la CDHR sans la décote et avant hier. Eh ben, je prends 20% de mon revenu fiscal de référence. Ça fait 56 000 euros. Montant de la décote, eh bien, je fais mon calcul, 56 000 euros, moins 280 000, moins 250 000, multiplié par 82,5. Et donc, j'ai une décote de 31 250 euros. Et bien, si je calcule le montant de la CDHR, ça me fait 0. 56 000 moins la décote de 31 250, moins l'impôt que j'ai payé, égale 0, je suis sur un montant négatif. Donc en fait, on a un seuil d'entrée qui est à 250, mais en pratique, avec la décote, il est beaucoup plus haut. Alors, on a fait une petite simulation. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir ce qui est écrit sur ce tableau. Moi, j'arrive pas à voir. En fait, la décote n'est pas linéaire. Voilà, c'est pas, on avait l'habitude des décotes où on faisait une espèce de produit en croix entre les deux seuils. Là, c'est pas du tout le cas. C'est une décote qui est assez exponentielle, en fait. Tu veux que je lise le tableau, peut-être? Non, je vais le retourner, je le vois derrière. Donc, on a une première simulation, 280 000 euros, c'est l'exemple que je viens de vous décrire.
Et puis, on a prévu un revenu de 300 000, 320, 330, 340. Alors évidemment, à 340, il n'y a plus de décote, puisque c'est entre 250 et 330 que la déplogue s'applique pour un célibataire. Évidemment, si c'est un couple, c'est 500 et 660. D'accord, c'est ça la règle. À 330, je suis à 100% de la décote. Mais là aussi, vous voyez, montant de la décote dans mon calcul, 0. Donc je paye l'impôt sur 66 000 euros, c'est-à-dire en fait 20% de 330 000, 66 000 euros. Si je suis à 320 000 euros de revenus, donc à 10 000 euros du seuil de la décote, eh bien je commence à payer de la CDHR à hauteur de 10 044 euros. Okay, quand je fais mon petit calcul. À 300 000 euros, je rappelle que le seuil de déclenchement c'est 250, mais à 300 000 euros, eh bien je suis encore sur un montant négatif avec ce calcul de décote. Donc c'est assez surprenant que entre 250 et 300, je ne paye pas de CDHR compte tenu du modèle de fonctionnement qu'ils ont mis en place pour le calcul de la décote. Donc c'est un calcul un peu savant qu'il va falloir faire. Et l'appliquer tel quel, ça me semble compliqué. Donc en fait, je pense qu'à chaque situation, on doit correspondre un calcul un peu savant. Alors, c'est quoi ce revenu fiscal de référence spécial chez DSR? C'est pas le revenu fiscal de référence classique, puisqu'il y a un certain nombre de réintégrations qu'il va falloir faire à l'intérieur de ce revenu fiscal de référence qui va apparaître sur votre déclaration d'impôt, enfin qui apparaît déjà sur votre déclaration d'impôt, qui fait qu'en vérité, il se rapproche beaucoup plus d'un revenu net global imposable que d'un revenu fiscal de référence. Donc, je ne vous ai pas fait la liste de tout ce qui doit être réintégré dans ce revenu fiscal de référence, mais vous avez dans la revue fiduciaire et bientôt dans le feuillet rapide Francis Lefebvre, vous aurez la liste, et on ne va pas les pointer parce que c'est trop fastidieux, mais il faudra pointer à part un les différents cas de figure, et qu'est-ce qu'on doit prendre et qu'est-ce qu'on ne doit pas prendre. Et puis on a un deuxième cas de figure qui sont les revenus exceptionnels, qui sont définis par l'administration comme étant ceux qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d'être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne de revenus nets d'après lesquels le contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des 3 dernières années. Donc en fait, il y a 2 critères à remplir. Le premier, c'est ne pas être un revenu susceptible d'être recueilli annuellement. Alors on peut penser plutôt à des plus-values qu'à des dividendes, mais en réalité, est-ce que des distributions massives de dividendes rentreraient dans la catégorie de revenus exceptionnels? Peut-être, si c'est des réserves qui sont distribuées. Si c'est des revenus récurrents de dividendes, peut-être moins. Et puis le deuxième critère, c'est que ça dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu sur les 3 dernières années. Et bien dans ces cas-là, vous ne retenez le montant des revenus exceptionnels qu'à hauteur de 25%, un quart seulement. Alors, évidemment, on ne retiendra aussi qu'un quart de l'impôt pour le calcul de la CDHR. Donc, quels sont l'impôt à prendre en compte? Puisqu'évidemment, il y a ces deux éléments. Il y a le montant du revenu fiscal de référence multiplié par 20%, puis il y a le montant de l'impôt sur le revenu qu'on a payé, et la différence entre les deux doit nous donner le montant de la CDHR. Eh bien, on a là aussi, en plus de l'impôt sur le revenu, un certain nombre de prélèvements dont on doit tenir compte, tels que par exemple l'impôt qui a été pris en compte relativement aux produits des bons et contrats de capitalisation d'assurance vie, aux produits d'épargne solidaire, etc. Donc là encore, il y a une liste qui a été faite par l'administration fiscale de ce qui doit être intégré dans le montant de l'impôt à prendre en compte. Évidemment, tout ce qui est avantages fiscaux relatifs aux entreprises sont à écarter. Alors on parle du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche, le CICE, l'investissement en Corse. Et là, on parle de crédit d'impôt qui vient de s'imputer sur l'impôt sur le revenu, pour les entrepreneurs individuels et qui sont non pas inhérents à la personne mais à l'activité professionnelle qu'il a. Et puis le texte vise l'impôt relatif aux frais de comptabilité. Vous savez qu'on a un crédit d'impôt de 915 €. Il a été supprimé, mais l'administration fiscale nous dit qu'il faut en tenir compte dans le calcul de l'impôt, les réductions d'impôt à réintégrer, puisqu'évidemment ça concerne l'activité professionnelle et pas la personne. Évidemment, je ne vois pas comment on peut tenir compte d'une réduction d'impôt qui a été supprimée, mais c'est un autre sujet. Enfin, là où vous allez avoir un peu de travail, c'est que cette CDHR, qui normalement doit être calculée et recouvrée par voie de rôle par l'administration fiscale, comme l'est la contribution exceptionnelle sur le revenu, vous l'avez sur votre feuille d'imposition,
doit faire l'objet d'un paiement avant le 15 décembre à hauteur de 95%. Et donc, quelle est la personne qui va devoir calculer? C'est le contribuable. Donc, le contribuable va devoir estimer ses revenus 2025, estimer son impôt 2025 et calculer le montant de la CDHR et verser 95% de ce montant le 15 décembre. Si vous faites une erreur et que vous vous trompez de plus de 20%, eh bien, vous aurez une pénalité de 20% à payer auprès de l'administration fiscale. Donc, on est dans un système assez surprenant où on paye l'impôt l'année même de son couvrement sur des revenus qu'on ne connaît pas. Et l'administration fiscale nous dit, évidemment, vous devez tenir compte de vos revenus 2025. Et au mois de décembre, vous ne connaissez pas peut-être vos revenus 2025. Eh bien, il faut les estimer pour pouvoir faire votre calcul et verser votre acompte à hauteur de 95% de la CDHR de l'année 2025. L'objectif, c'est quoi, hein? C'est bien sûr, c'est d'encaisser en 2025 le fruit de cet impôt, et pas en 2026. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de boucher un peu les trous. On essaie de rééquilibrer les comptes, comme on peut en 2025. C'est de la compta de trésor, et donc il faut que ça rentre en 2025. Ça ne va pas être simple de faire ce calcul. On pense notamment à des opérations qui pourraient concerner des ventes d'entreprises, qui parfois se signent en fin d'année. Alors qu'est-ce que vous faites le 15 décembre si le closing n'a pas eu lieu? Est-ce que vous pariez sur le fait que ça va se faire et puis vous payez la CDHR, ou est-ce que vous vous dites bah tant pis, non, j'en sais rien, tant que c'est pas signé, c'est pas signé, et puis à ce moment-là vous vous exposez à 20% d'amende si vous ne payez pas cet acompte le 15 décembre. Donc on est face à une situation un peu compliquée. Heureusement, ça ne concerne que l'année 2025, donc on aura besoin de faire cet exercice que en 2025. Mais ça, c'est évidemment à ce stade seulement de la réflexion. On verra l'année prochaine si on vous reparle de cette contribution différentielle. Oui, parce qu'en plus, le fait de ne la prévoir que sur un an va conduire tout le monde à décaler sur 2026. Donc, évidemment. Ils attendent 1 milliard, c'est 1,8 milliard hein, le chiffre qu'on dit. 1,8 milliard de rentrée fiscale là-dessus. Bon. C'est ambitieux. On fait le pari qu'ils les auront jamais. Mais on verra bien. Alors, il y avait juste 2-3 questions. Donc, les plus-values de cession de titres imposées au PFU rentrent-elles dans la CDHR? Bah oui. Donc, si c'est considéré comme un revenu courant, ça rentre totalement. Si c'est considéré comme un revenu exceptionnel parce que ça dépasse la moyenne des 3 dernières années, ça rentre à hauteur de 25%. C'est ça. Est-ce que les slides seront dispo? Oui, on vous mettra le diapo. Question bête, est-ce que c'est l'administration qui fera le calcul de la décote? J'imagine que oui, dans le rôle. Ah bah, en fait, l'administration fera le calcul au moment où elle va émettre son avis d'imposition l'année suivante, mais c'est à vous de le faire de manière préemptive le 15 décembre. Si vous avez droit à une décote parce que vous êtes juste au-dessus des 250 000 € et vous êtes célibataire, il faut la calculer. Donc c'est un calcul un peu savant qu'il faut faire sur de la base de revenus estimés, puisqu'il nous manquera quand même la dernière année, et d'un impôt qu'il faut qu'on calcule. Donc en fait, très honnêtement, je ne vois pas comment un contribuable est capable de faire ça. Donc heureusement que les experts comptables existent. Alors, on passe à la deuxième mesure phare de la loi de finances 2025. C'est la réforme du régime fiscal des BSPCE et des management packages. Quand on a vu la loi de finances sortir et quand on suit les réseaux sociaux, vous savez qu'il y a eu un gros vent de révolte contre la baisse de la franchise de TVA, on en parlera tout à l'heure. Mais sur les réseaux sociaux, on voyait aussi un mouvement de révolte contre cette réforme des management packages qui s'est plutôt atténué ces derniers jours, parce que vous allez voir, c'est assez complexe, on va essayer de vous expliquer la réforme. Mais en fait, c'est une réforme qui a été mal vécue lorsqu'elle est sortie, parce qu'on s'est dit, mais mince, ils veulent casser le système. Et finalement, quand tu l'analyses et que tu lis le texte qui est assez complexe, tu en arrives à la conclusion que bon, ce n'est pas un si mauvais dispositif que ça. Alors évidemment, on est tous d'accord, on préfère ne pas payer d'impôts de façon générale. Mais enfin, la réforme en tant que telle elle est plutôt vertueuse sur pas mal d'aspects et elle n'est pas si catastrophique que ça. Elle est vertueuse dans ce sens qu'elle permet surtout de sécuriser la pratique. Elle clarifie. Voilà. Elle met des règles, Ouais. Le sujet, pour que tout le monde l'ait bien en tête, c'est de savoir la distinction entre ce qui est du ressort de la plus-value, ce qui est du ressort du contrat de travail. C'est-à-dire que quand on verse un avantage à un manager,
est-ce que c'est lié à son contrat de travail et donc évidemment c'est soumis aux charges sociales comme un salaire, ou est-ce que c'est une vraie plus-value imposable au revenu de capital mobilier. Voilà. Et cette distinction, elle n'était pas claire. Non, non, elle était jurisprudentielle. Donc là, au moins, on a une règle qui est, voilà, on est d'accord, pas d'accord, mais au moins, on a une règle qui est lisible. Alors, avant de parler de la réforme des management packages, il y a un ajustement sur le régime fiscal des BSPCE. Alors, c'est un ajustement plus technique que vraiment structurel. C'est finalement un mouvement, une réforme des BSPCE qui permet de les rapprocher du système fiscal qu'on a sur les stocks options et les attributions gratuites d'actions. Alors pour vous rappeler le système des BSPCE, alors BSPCE c'est bons de souscription de part pour les créateurs d'entreprises. Donc les BSPCE, le principe c'est que tu attribues ce bon de souscription à un salarié à une date donnée et ce bon de souscription lui permet de souscrire à une action à un prix déterminé à l'avance, qu'on appelle prix d'exercice. Donc en N, tu lui attribues un BSPCE, le salarié ne décaisse pas d'argent, c'est attribué gratuitement. Et puis au bout d'une certaine période, donc par exemple en N+2, il va pouvoir souscrire au capital de la société, devenir actionnaire de la société, à un prix qui est le prix d'exercice, donc le prix qui était fixé en N au moment de l'émission du BSPCE. Et donc dans l'exemple, en N+2, le salarié décaisse la somme de 100 pour souscrire aux actions de la société. Quelle que soit la valeur de la société, le prix est vraiment figé dès le début. Et puis, une période plus tard, il y a un troisième événement qui survient, c'est la vente de ces actions lorsque le salarié décide de vendre les actions. Donc, généralement, c'est quand l'entreprise est vendue dans sa globalité. Et donc là, en N+5, dans notre exemple, on a le salarié qui encaisse 300 parce que ces actions valent 300 au moment de la cession. Et donc, ça, c'est le schéma de vie classique d'un BSPCE. J'attribue, j'exerce mon option et je vends les actions. Et on voit que dans ce schéma, le salarié, globalement, il a fait une plus-value de 200. Il a décaissé 100 en N+2 et il a encaissé 300 en N+5. Dans le régime qui existait avant cette loi de finances, c'était un régime fiscal extrêmement simple. On calculait la plus-value, donc de 200, 300 de prix de cession moins 100 de prix d'exercice, et on avait une plus-value de 200 qui était taxable comme une plus-value de mobilière sur titre, donc avec le PFU de 12,8 ou option pour le barème progressif, vous savez, l'option globale, avec une seule exception, c'est si le salarié, au moment où il vend les actions, a moins de 3 ans d'ancienneté dans la boîte. S'il est salarié depuis moins de 3 ans, il ne bénéficiait pas du PFU, il était taxé à l'impôt sur le revenu sur un taux forfaitaire de 30%. À ce PFU de 12,8 ou ce taux forfaitaire de 30%, on rajoute classiquement les prélèvements sociaux de 17,20, la CEHR qui peut monter jusqu'à 4%, et puis cette année, potentiellement une CDHR, dont on ne s'est pas amusé à faire le calcul, mais ça donne un taux d'imposition de 34%, le taux d'imposition qu'on connaît classiquement, flat tax plus CEHR, ou de 51% si jamais le salarié avait moins de 3 ans d'ancienneté au moment de la cession. Donc il y a un régime fiscal extrêmement simple, une plus-value qui est taxée comme une plus-value sur titre. Ce régime est encore applicable pour les cessions d'actions qui auraient été souscrites avant le 1er janvier 2025. D'accord, combien même ces actions seraient issues d'un BSPCE. Donc les BSPCE qui auraient été convertis avant le 31 décembre bénéficieront, enfin les actions qui en découlent, bénéficieront toujours de ce régime classique de je prends ma plus-value et je fais la flat tax dessus. La loi de finances est venue en fait analyser la plus-value en la découpant en 2 morceaux. C'est un peu le même système qu'on a pour les stocks options et les attributions gratuites d'actions. On va en fait se poser la question en N+2, au moment où le salarié va exercer son option et devenir actionnaire, acquérir les actions, on va se poser la question de combien il gagne à ce moment-là. Il exerce son bon de souscription à un prix d'exercice de 100. Mais on sait qu'à ce moment-là, l'action, elle vaut plus cher. Et donc, on considère que, dans l'exemple, on a mis que la valeur réelle de l'action, c'est 150. Et donc, on considère qu'à ce moment-là, il réalise une plus-value parce qu'il achète 100, quelque chose qui vaut 150. Si on va au bout de l'exemple, en N+5, il vend et ça vaut toujours 300. Donc, dans notre exemple, c'est le même que le premier, c'est-à-dire que j'ai souscrit à 100 et j'ai vendu à 300, donc j'ai globalement gagné 200 000. Mais ce que la loi de finances nous conduit à faire, c'est de découper cette plus-value en 2 morceaux. Alors, en fait, on va se poser la question de calculer déjà le gain d'exercice. Donc le gain, ce qu'il a gagné au moment où il a souscrit à l'action, c'est-à-dire combien j'ai payé pour une action qui vaut combien. L'action, elle vaut 150, mais j'ai souscrit à 100, donc j'ai un gain d'exercice, un gain d'acquisition de 50.
L'autre partie de la plus-value, c'est le gain de cession. C'est-à-dire le jour où je vends, j'ai vendu 300, et je déduis la valeur réelle de l'action, donc je ne prends pas la valeur, le prix de souscription de 100, je déduis la valeur réelle de l'action de 150, et donc mon gain de cession est de 150. Donc j'ai toujours une plus-value globale de 200, mais simplement je l'ai ventilé en deux, entre un gain d'exercice et un gain de cession. Alors pourquoi ce travail? Est-ce qu'on a une fiscalité différente sur les deux? La réponse est oui, évidemment. Alors sur le gain d'exercice, on a un taux forfaitaire de 12,8% d'imposition, ou de 30% si, comme dans le cas précédent, le salarié a moins de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Mais je dis bien un taux forfaitaire de 12,8%. Je n'ai pas dit le PFU. D'accord? C'est un taux forfaitaire de 12,8%. Ça a le même goût, la même couleur, mais ce n'est pas le PFU. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous faites l'option pour le barème progressif, parce que vous avez cette possibilité-là, vous êtes taxé en traitement et salaire. Donc c'est un taux forfaitaire de 12,8% qui peut être converti en barème progressif TMI, traitement et salaire. On rajoute les prélèvements sociaux de 17,20, CEHR, CDHR. Et donc, globalement, vous voyez que ça ne change pas grand-chose parce qu'en fait, on revient à notre 34%, c'est-à-dire 12,8 plus 17,20 plus CEHR 4%, alors 34% dans le pire des cas. Pour le gain de cession, là, on est dans le régime classique des plus-values mobilières sur titre, donc avec PFU de 12,8, et là je dis bien PFU et pas taux forfaitaire, avec possibilité d'option pour le barème progressif, plus prélèvements sociaux, plus CEHR. Donc au final, j'ai la même imposition. C'est-à-dire qu'avant la réforme, j'avais 34% sur la globalité. Là, j'ai deux plus-values qui sont taxées à 34% sur les deux morceaux. Mais on a donné une nature à ces deux plus-values. Et le gain d'exercice est considéré comme étant un avantage salarial qui bénéficie d'un taux forfaitaire de 12,8. La deuxième est un gain de cession classique de plus-value sur titre. Vous verrez que cette distinction est probablement faite pour faciliter l'application de la réforme du management package qu'on va voir juste après. Pour finir sur la réforme des BSPCE, un petit mot pour vous dire que dans un arrêt du 8 décembre 2023, le Conseil d'État est venu embêter l'administration fiscale. En fait, quand tu acquiers des BSPCE, tu n'as pas le droit de les mettre dans le PEA, c'est la loi qui le dit, dans ton PEA, c'est la loi qui le dit, les BSPCE, tu dois les avoir toi-même et pas via ton PEA. L'administration fiscale, dans son BOFIP, avait rajouté un commentaire en disant « Et les titres que tu obtiens quand tu convertis ton bon de souscription, tu n'as pas le droit non plus de le mettre dans le PEA, tu dois les avoir en propre. » Ça, c'était un commentaire du BOFIP. Et donc, il y a un contribuable qui l'a quand même fait, c'est-à-dire qu'il avait son BSPCE et au moment où il a exercé son option, eh bien, il a souscrit à l'action via son PEA, et donc l'action s'est retrouvée, enfin les actions qu'il a acquis se sont retrouvées dans son PEA. L'administration fiscale a attaqué le contribuable, c'est allé jusqu'au Conseil d'État, et donc le 8 décembre 2023, le Conseil d'État a donné raison au contribuable en disant à l'administration fiscale, ton BOFIP va au-delà de l'interprétation de la loi, il est en train de créer une règle qui n'est pas prévue dans la loi. La loi prévoit que le BSPCE ne peut pas être dans le PEA, mais la loi n'a jamais prévu que les titres ne pouvaient pas y être, donc le contribuable a le droit de souscrire à l'action via son PEA et donc de le loger dans son PEA. Alors vous savez comment ça se passe quand l'administration fiscale elle perd au tribunal, eh bien, elle change la loi. Et donc c'est ce qui se passe dans cette loi de finances 2025. Eh bien, cette fois ils ont compris, ils inscrivent dans la loi que tu n'as pas le droit d'inscrire les actions issues de la souscription dans un PEA. Donc ils ont légalisé la règle qu'il y avait dans le BOFIP. Il est précisé dans la loi que cette mesure s'applique avec effet au 10 octobre 2024, date d'annonce de la première loi de finances de Barnier. D'accord ? Vous savez, quand il y a des annonces un peu structurelles comme ça, ils considèrent que ça fait démarrer l'effet de la loi parce qu'ils ne voulaient pas que les mecs convertissent leur BSPCE sur les 3 derniers mois de l'année et les logent dans des PEA. Donc, depuis le 10 octobre 2024, on ne peut plus mettre d'actions souscrites via un BSPCE dans son PEA. Ce qui donc était prévu dans le BOFIP, mais pas légal, et maintenant est légal. Alors, passons au management package, qui est là pour le coup une réforme beaucoup plus structurelle. Alors, ce qu'on appelle management package, évidemment, ce n'est pas une notion juridique, hein, c'est plutôt une notion financière, mais globalement, c'est tous les dispositifs, tous les instruments juridiques et financiers qui sont mis en œuvre pour associer les salariés et les dirigeants de l'entreprise à la performance de l'entreprise. D'accord ? Alors, on retrouve deux types de dispositifs, ce qu'on appelle les dispositifs qualifiés, c'est-à-dire les dispositifs qui sont structurés dans le cadre de la loi. C'est les stock options.
les attributions gratuites d'actions et les BSPCE, où là on a des règles fiscales très claires, tout est détaillé, on a des règles juridiques extrêmement précises, voilà, et les BSPCE d'ailleurs viennent d'être clarifiées puisqu'on vient de regarder le régime. Et puis on a des dispositifs non qualifiés. On retrouve principalement les BSA, les bons de souscription d'actions, et les actions de préférence. Alors j'ai mis 3 petits points et beaucoup d'autres parce que vous savez que nos amis du private equity sont des ingénieurs en puissance, ils nous créent des nouveaux trucs tout le temps. Je vous ai mis les BSA, les actions de préférence parce que c'est ce qu'on retrouve le plus souvent pour ces management packages, mais on peut imaginer tout type d'outils, d'instruments financiers qui ne seraient pas qualifiés. Alors, le problème, il reposait surtout sur ces dispositifs non qualifiés sur lesquels on n'avait pas de règles très précises fiscales et qui ont amené, disons-le, à certains abus. Et donc le Conseil d'État s'est prononcé en 2021 avec 3 arrêts, on vous a mis les références des 3 arrêts, sur la nature fiscale du gain réalisé par un salarié sur un BSA. Alors, je vous ai pas mis les 3 jurisprudences, mais j'en ai pris une pour vous montrer la mécanique et surtout vous expliquer la décision qui a été prise par le juge à ce moment-là. Le juge a été amené à se prononcer sur une situation où en 2006, une société a permis à son directeur financier, donc son salarié, un de ses cadres, de signer une convention d'option d'achat. Donc c'est comme un BSA, c'est une option d'achat sur des actions, contre une indemnité d'immobilisation de 15 000 €. C'est-à-dire que la société a dit, bah voilà, je te donne une option d'achat sur des actions à un certain prix d'exercice qui est déjà déterminé aujourd'hui, et pour que tu bénéficies de cette option, tu verses une indemnité de 15 000 €. Si tu exerces cette option d'achat in fine, les 15 000 € viendront en moins du prix d'exercice, c'est un acompte. Si jamais tu n'exerces jamais tes options d'achat, les 15 000 € sont perdus. Donc ça ressemble un peu au BSA, avec le prix d'achat du BSA, etc. Mais voilà, donc c'est une indemnité d'immobilisation de 15 000 €. Donc en 2006, le salarié, il sort 15 000 € de sa poche. Et puis, le 21 septembre 2008, donc 2 ans après, il décide d'exercer son option et donc d'acheter des actions de la société. Il en achète 195 000 € pour 1 €. C'était le prix d'exercice qui était prévu dans la convention d'option. Donc il achète 195 000 actions à 195 000 €. Mais il ne décaisse que 180 000 puisqu'il avait déjà versé une indemnité d'immobilisation de 15 000. D'accord ? Donc à ce moment-là, le 21 septembre 2008, le salarié a sorti de sa poche 195 000 €. 4 jours plus tard, le 25 septembre 2008, il vend ses actions, puisqu'on était évidemment dans le cadre d'une cession de l'entreprise, et il touche 690 000 € parce que ces actions, en fait, elles valent 3,54 €. 3,54 €. Donc on voit bien le mécanisme classique du stock option. J'ai eu un prix d'exercice favorable et j'ai réalisé une plus-value, une culbute en l'espace de 4 jours. Donc ça, c'est la situation typique du management package. Et il y a un contrôleur fiscal qui a vu ce schéma. Il s'est dit, bon, donc on a un mec, il a gagné 495 000 € en l'espace de 2 ans. C'est-à-dire qu'en 2006, il a sorti 15 000 €. En l'espace de 4 jours. Non, mais le mec, en 2006, il a misé 15 000 € et 2 ans plus tard, il en touche 690 et il réalise une plus-value de 495 000 €. Donc, on comprend que le contrôleur fiscal s'est dit, soit ce mec, c'est un génie de la finance, vraiment, le mec, il a senti le bon coup et on devrait presque l'embaucher pour gérer le trésor public, voilà, parce que vraiment, le mec, il est hyper brillant. Soit, il n'est pas impossible que l'entreprise ait permis à ce salarié de souscrire à ses options parce qu'il était salarié de l'entreprise, parce qu'il voulait motiver le salarié et le faire contribuer à la prise de valeur de l'entreprise. Ça, c'est l'option 2. Et donc, le contrôleur fiscal, il a réfléchi, il s'est dit, bah, le mec, il est quand même salarié, c'est sur un espace très court, je ne suis pas convaincu que la société aurait permis à n'importe qui de souscrire à ses options. D'accord ? Ils n'auraient pas ouvert ça au tout venant. Et donc, j'ai l'impression que ce gain, en fait, rémunère le travail de M. B et pas forcément sa prise de risque en capital. C'est ce que le contrôleur fiscal se dit. Et donc, il dit, je ne sais plus le numéro de l'article, de mémoire le 82, mais peu importe, il y a un article du CGI qui dit bah, tout avantage, tout versé par l'employeur à un salarié est imposable en traitement et salaire. D'accord ? Et donc, le contrôleur fiscal va voir M. B et lui dit bah, tes 495 000 € que tu avais taxés en plus-value sur titre, alors à l'époque, ce n'était pas la flat tax, de mémoire, en 2008, on devait être à 19%, bon, peu importe, c'était un taux plat quand même, on n'était pas au barème progressif. Eh ben, moi, je n'accepte pas ton mode de taxation, je te le taxe en traitement et salaire et donc au barème progressif. Ça va au tribunal et ça remonte jusqu'au Conseil d'État. Alors, le Conseil d'État, qui ce jour-là, donc le 13 juillet 2021, s'est prononcé sur 3 affaires de Manpack, nous dit
nous dit, en fait, pour juger que l'écart, donc la plus-value de 495 000 euros, n'avait pas le caractère d'un avantage en argent imposable dans le traitement et salaire, donc pour considérer que ce n'était pas du salaire et bien une plus-value, la Cour d'appel s'était bornée à relever que M. B n'était pas prémuni contre le risque de perte de 15 000 euros. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que M. B, en Cour d'appel, il a gagné. C'est-à-dire que la Cour d'appel avait dit, mais non, mais ça ne doit pas être du traitement et salaire, ça doit être de la plus-value. Et la Cour d'appel avait dit ça parce qu'elle disait, oui, mais M. B, il a pris un vrai risque d'investisseur parce qu'il a sorti 15 000 euros de sa poche en 2006 et il n'était pas du tout sûr de récupérer quoi que ce soit 2 ans plus tard. Alors on peut discuter parce que le temps est quand même court, mais il a quand même pris un risque financier, il aurait pu perdre ces 15 000 euros, donc on était bien dans le cadre d'un investissement financier, pas dans le cadre d'une rémunération du travail. Et donc le Conseil d'État n'est pas d'accord avec cette analyse de la Cour d'appel, casse la décision de la Cour d'appel et dit que la Cour d'appel, en regardant comme sans incidence la circonstance que l'option d'achat consentie était liée à son contrat de travail et en s'abstenant de rechercher si le gain de levée d'option réalisé par M. B trouvait essentiellement sa source dans l'exercice intéressé de ses fonctions de salarié, la Cour a commis une erreur de droit. C'est-à-dire que le Conseil d'État ne dit pas ah, il n'y avait pas de risque. Ce n'est pas ce que le Conseil d'État dit. Le Conseil d'État dit ok, il y avait peut-être un risque, mais ça ne change pas le fait que cette option d'achat à des conditions particulièrement avantageuses ont été offertes aux salariés, à la souscription aux salariés, parce qu'il était salarié de l'entreprise. Et ce critère, il est hyper important. Et donc, le Conseil d'État finit par dire les 495 000 euros sont taxables en traitement et salaire. Alors, si on prenait la fiscalité d'aujourd'hui, ça veut dire que tu passes d'une flat tax à 30% à de la TMI à 45%. Ce n'est pas un enjeu totalement neutre. Alors, cette loi de finances est venue créer un cadre pour nous dire dans quel cas les plus-values réalisées par les managers vont être taxées en traitement et salaire et dans quel cas ça va être taxé en plus-value. Et c'est ça le côté très vertueux de cette réforme, c'est qu'au moins maintenant on a une règle. C'est-à-dire que c'est plus au doigt mouillé, le contrôleur fiscal, le juge, voilà, là on a une règle qui est assez claire. Donc ce dispositif de Manpack concerne tous les titres souscrits, acquis ou attribués par des salariés ou des dirigeants en contrepartie des fonctions de salariés ou de dirigeants. Donc ça, c'est le critère de la loi, hein, on vous l'a mis entre guillemets, en contrepartie des fonctions de salariés ou de dirigeants. Ça concerne les titres issus des plans qualifiés. C'est-à-dire que cette réforme, elle concerne également les titres, les actions que tu auras obtenues via des stocks options, via des BSPCE, via des attributions gratuites d'actions. Ça concerne le gain de cession, la deuxième partie de la plus-value. Le gain d'acquisition de la différence de valeur entre le prix que j'ai souscrit et la valeur réelle de l'action, ça, on connaît le régime fiscal, c'est le taux forfaitaire pour les BSPCE, pour les AGA, c'est le barème progressif avec un abattement de 50%, ça ne change pas. Mais par contre, pour la plus-value de cession, là, ça rentre dans le cadre de ce dispositif, c'est-à-dire qu'on va devoir se poser la question, quand le salarié va réaliser sa plus-value de cession, est-ce que c'est du traitement et salaire ou est-ce que c'est de la plus-value sur titre? Ça concerne évidemment, parce que c'était la cible numéro 1, les titres issus des plans non qualifiés, principalement les BSA et les actions de préférence. Donc là, le gain réalisé, donc dans l'exemple de la jurisprudence, les 495 000 euros, sont clairement dans le champ de la réforme. Parce que pour tous ces dispositifs non qualifiés, on n'a pas la notion de gain d'acquisition, puisqu'ils ne sont pas structurés dans la loi. On n'a qu'une plus-value globale concernée. La loi prend quand même la précaution, qui à mon avis n'est pas totalement inutile, de dire on ne s'interdit pas d'aller regarder si au moment où tu lui as permis d'acheter son ADP ou son BSA, tu lui aurais pas fait une petite fleur sur le prix d'achat ou le prix de souscription de ça. Et si tu lui as fait une petite fleur, alors là, ça ne rentre pas dans le cadre du dispositif, c'est de l'avantage salarial, TMI à 100%, TMI à 100%. Donc c'est une petite mesure de précaution qui n'est pas, à mon avis, totalement inutile, vu l'agressivité de certains conseils. Cette réforme s'applique pour toutes les sessions intervenues depuis le 15 février 2025, donc lendemain de la publication de la loi de finances. Alors, ok. Ça aussi les attributions antérieures. Oui, c'est la date de cession qui fait foi. Alors, quel est ce régime fiscal donc, pour les plus-values de cession réalisées par des salariés ou des dirigeants d'entreprise? Le principe, c'est que c'est du traitement et salaire. Ça, c'est le principe. Le principe, c'est que c'est du traitement et salaire, ce qui veut dire TMI, 45%, 45% maximum évidemment. On rajoute une contribution salariale de 10%. Alors, ce n'est pas les prélèvements sociaux de 17,20, c'est une contribution salariale de 10%. Et puis, on se prend un petit peu de CEHR de 4%, ce qui nous donne une petite imposition à 59%,
C'est pour cette raison que je n'ai pas parlé de la CDHR, parce qu'il y a peu de chances qu'elle s'applique dans ce cas de figure-là. Mais bon, dans l'hypothèse où il y aurait beaucoup d'autres revenus à taux fixe, il pourrait y avoir également une CDHR complémentaire. Bon. Mais globalement, on a un taux de taxation de 59%, et ça, c'est le principe. Le principe, c'est qu'une plus-value de cession réalisée par un salarié ou un dirigeant est un avantage salarial. Il prévoit évidemment un régime d'exception. Un régime d'exception qui permet de revenir sur le terrain qu'on aime bien, celui des prélèvements des plus-values sur titre, c'est-à-dire 30% de flat tax plus éventuellement 4% de CEHR, donc notre fameux taux de 34%. Voilà. Alors évidemment, on veut tous vivre dans le régime d'exception. On ne veut pas vivre en TMI, on veut tous vivre à 34%. Donc la question, c'est comment on bascule dans ce régime d'exception. Eh bien, il y a des conditions. La première condition, c'est qu'il faut que les titres que tu as acquis via tes stock options, BSPCE ou AGA, t'aient fait porter un risque de perte de la valeur. C'est-à-dire qu'il faut globalement que tu aies pris un vrai risque d'investisseur financier et que tu aies une perte, que potentiellement tu puisses perdre de l'argent. D'accord ? Bon, ça, sur des actions, c'est de fait, c'est un risque de perte de valeur. Sur des titres qui seraient issus d'un dispositif non qualifié, on a toujours cette notion de devoir supporter un risque de perte en capital. Il faut avoir un vrai rôle d'investisseur financier. Et en plus, la loi rajoute une période de conservation des titres de 2 ans. D'accord ? Donc pour pouvoir bénéficier du régime d'exception, c'est-à-dire ne pas être en TMI mais être en flat tax, il faut avoir une période de conservation de 2 ans des titres. Donc ça, c'est les deux critères un peu de fond. Si tu es dans ces critères-là, tu bénéficies de la flat tax à 34%, mais dans une certaine limite. Et c'est là où ça a pas mal, c'est compliqué, ça a pas mal gueulé au début sur les réseaux sociaux. En fait, la loi nous dit, si le salarié salarié ou dirigeant participe à la prise de valeur de l'entreprise, c'est super, parce qu'il y a contribué, etc., c'est génial. Mais s'il surparticipe à cette prise de valeur, c'est-à-dire si la performance qu'il réalise sur ces titres, la plus-value qu'il réalise est supérieure à la prise de valeur de la société, eh bien là, on va considérer qu'il y a quelque chose à taxer en traitement et salaire. Alors, quelle est cette limite ? C'est la performance individuelle que tu réalises ne doit pas être 3 fois supérieure à la performance réalisée par la société. Je ne suis pas sûr que ce soit très clair. J'ai mis des exemples, on se détend, on va y arriver. On va vous mettre la formule, ne la regardez pas, elle est terrible. Donc là, l'exemple numéro 1. Je reprends mon exemple de BSPCE. En N, on attribue des BSPCE à un salarié, il ne décaisse rien puisque les BSPCE sont attribués gratuitement. En N plus 2, il exerce son option, prix de souscription à 100, alors que la valeur réelle est de 150. Et à ce moment-là, on précise que la valeur de la société est d'1 million d'euros. D'accord ? En N plus 5, il vend et il touche 900 parce qu'en fait, la société a pris de la valeur. Elle valait 1 million, elle en vaut maintenant 6 millions. Et donc, il a multiplié par 6, la société a multiplié sa valeur par 6, elle est passée de 1 million à 6 millions. Et donc, lui, ses actions ont également été multipliées par 6, puisque 150 000 sont devenus 900. D'accord ? Donc, on a une plus-value globale de 800. On a notre gain d'exercice de 50, on l'a vu tout à l'heure, vous savez qu'on nous demande de ventiler machin, bon, je passe très vite. Donc, se pose la question sur la plus-value de cession de 750. 750, c'est 900 de prix de cession, moins les 150 de la valeur réelle de l'action au moment de la souscription. Eh bien, c'est ce 750 qu'on va devoir ventiler. Qu'est-ce qui va être taxé en traitement et salaire TMI? Qu'est-ce qui va être taxé en flat tax plus-value? Eh bien là, la totalité va être taxée en profit taxable plus-value, donc à la flat tax de 34%. Alors vous allez me dire, mais il a fait x6, il est rentré à 150, il sort à 900, il a fait x6, donc c'est au-delà du multiple de 3 que tu as évoqué tout à l'heure. Oui, mais il a fait x6 parce que la société a fait x6. Donc il a fait le même niveau de performance que la société, il n'a pas fait une performance supérieure à celle de la société. Et donc dans ce cas de figure-là, la totalité reste taxable en plus-value parce qu'il a suivi le régime, la valeur et la prise de valeur de la société. Donc exemple 1, pas de mauvaise surprise pour ce monsieur. Exemple 2, attribution ou acquisition d'actions de préférence octroyant une surcote en cas de performance au profit de dirigeants. Donc on retrouve ça souvent lorsque des dirigeants font rentrer des fonds dans leur capital, où le fonds dit nous on a un certain objectif de valorisation, et si à la sortie tu dépasses cet objectif de valorisation, le surplus, on t'en octroie une partie grâce aux ADP qui prévoient une surrémunération des dirigeants. Donc dans notre exemple, on a un dirigeant qui en N souscrit à ses actions de préférence pour 100 000 euros, et on précise qu'à ce moment-là, la société, elle vaut 5 millions d'euros.
En N+5, il vend les actions parce que la société est vendue et il touche 1 million d'euros. On nous précise que la société, à ce moment-là, elle vaut 10 millions d'euros. Donc, on a un dirigeant qui a réalisé une performance, performance de x10. Il a mis 100 000 euros, il sort à 1 million d'euros. Alors que la société, elle n'a fait entre guillemets que x2. Elle est passée de 5 millions à 10 millions. Donc là, il va falloir qu'on se pose la question. Dans le régime avant, on avait 900 000 euros de plus-value, on les taxait en flat tax, on ne se posait pas de questions. Là, il va falloir qu'on se pose la question. Alors, on va ventiler cette plus-value et on va trouver en fait la ventilation suivante. La plus-value qui va toujours bénéficier de la flat tax et du régime des plus-values, elle est de 500. Alors, comment on arrive à ce calcul? En fait, c'est simple. C'est simple. Non, c'est pas simple. Ça se suit. La société, elle a fait x2 en valeur. Elle est passée de 5 millions à 10 millions. Elle a fait x2 en valeur. Lui, la loi l'autorise à faire 3 fois, un multiple de 3 fois la valeur de la société. Ça veut dire que comme elle a fait x2, il avait le droit de faire jusqu'à x6. 2 x 3 égale 6, d'accord? Il avait le droit de faire x6, c'est-à-dire que jusqu'à 600 000 euros de prix de cession, on accepte qu'il reste dans le régime des plus-values. Donc 600 000 euros de prix de cession au moins 100 000 euros, ça me donne bien ma plus-value taxable à 500 000 euros. On a plafonné la performance taxable en flat tax à un multiple de 3 fois la performance de la société. Et donc par différence, les 400 000 euros de plus-value résiduelle se retrouvent taxables en traitement et salaire. Avant la réforme, les 900 000 euros de plus-value étaient taxables à 34%. Après la réforme, il y a 500 000 euros de taxables à 34% et le résiduel qui est taxable à 59%, puisque c'est TNI 45%, plus 4% de CEHR, plus 10% de contribution sociale. En conclusion sur ce sujet-là, cette loi de finances, cette disposition de la loi de finances, elle a quand même le mérite de fixer un cadre. Au moins maintenant, on sait dans quel cas on va être taxable en traitement et salaire et dans quel cas on va être en plus-value. Jusqu'à présent, on n'avait que le Conseil d'État, les jurisprudences qui se prononçaient. On peut évidemment regretter qu'on plafonne à 3 fois la performance de l'entreprise. Alors après, il fallait bien mettre une limite, 4, 5, machin. Bon, enfin, on a au moins une limite qui est claire, c'est 3 fois la performance de l'entreprise. Ça a aussi un autre mérite, c'est qu'elle clarifie le régime social, parce que là on a parlé que de fiscalité, mais elle clarifie le régime social de tous ces manpack. Il y a des jurisprudences où des attributions de BSA, de BSPCE ont été soumises à charge sociale, parce que l'URSSAF arrive à la même analyse, en disant c'est de l'avantage salarial. Là au moins, on a une clarification, c'est une contribution de 10% que l'administration fiscale encaisse, et il est clairement prévu que ces avantages ne sont pas taxables en CSG, en cotisation sociale, c'est écrit dans la loi, jusqu'au 31 décembre 2027. C'est-à-dire que le législateur dit « Ok, on fixe une règle du jeu jusqu'au 31 décembre 2027, le temps qu'on se mette tous d'accord, parce que je pense qu'il faut que vous aillez discuter avec l'URSSAF, je pense qu'il faut faire leur cuisine. » Donc cette règle, elle existe, elle est plutôt bonne, puisqu'elle nous permet d'éviter les charges sociales, mais elle ne durera que jusqu'en 2027, il y aura forcément une réforme là-dessus. Il faudra attendre quand même, parce que c'est un dispositif qui n'a pas fait l'objet de débats parlementaires. C'est passé directement en 49.3, donc on n'a pas trop l'esprit de la loi sur ce sujet-là. Il faudra attendre le BOFIP pour savoir ce que l'administration fiscale entend comme étant des risques supportés. Qu'est-ce qu'un risque supporté? Et aussi la notion de en contrepartie des fonctions de salariés ou de dirigeants, dans quel cas on considère que les actions ont été souscrites ou attribuées dans le cadre de ces fonctions de salariés ou de dirigeants. Le BOFIP sera absolument décisif en la matière, mais on n'est pas prêt de l'avoir. Alors, j'ai 2 petites questions qui sont posées sur le chat. La première, je pense que tu as déjà répondu, c'est de dire est-ce que quand c'est taxé en traitement de salaire, il y a nécessairement des charges sociales des salaires? Non, c'est 10% de contribution. Voilà, et c'est pas parce que le fisc dit c'est taxé en traitement de salaire qu'il y a nécessairement l'URSSAF qui vient dessus avec une fiche de paye et cotisation sociale qui va avec. On est d'accord? Tout à fait. Ouais, c'est même clairement prévu que ça ne sera pas le cas puisque c'est écrit dans la loi. Deuxième question, quid des salariés dans les sociétés de gestion qui perçoivent des carides? Est-ce qu'ils sont concernés par ça ou est-ce qu'ils sont exclus? Ah bah, ils sont concernés. Oui. Ouais. Donc ça concerne tout le monde. Oui. Alors, en fait, le texte ne prévoit qu'une philosophie, c'est-à-dire qu'elle ne vise pas des instruments spécifiques. Elle dit tout dispositif qui permet l'attribution en contrepartie de fonctions de dirigeants de salariés. C'est ça, mais il faut être salarié de la boîte. Quand tu es salarié du fonds, ouais. Je ne suis pas sûr que tu sois dans le focus en fait. On attendra les commentaires du BOFIP. Bon alors on va regarder ce que nous dit l'administration là-dessus. Hein.
Alors, on va passer à un sujet que nous avons aussi considéré comme étant un sujet phare, mais rassurez-vous, qui est nettement plus simple que les management packages et qui nécessitera un peu moins de développement. Juste un mot avant de rentrer sur ce sujet, je reviens sur ce qui n'est pas dans la loi que Gilles a évoqué tout à l'heure. Il n'y a effectivement pas d'augmentation de la flat tax. Pour autant, on est dans donc ça valide le fait que les dividendes de 2024 ne sont plus en danger, mais on est dans la situation où on aura, normalement, si tout va bien, une deuxième loi de finances courant 2025, qui sera la loi de finances pour 2026, qui pourra décider d'une augmentation de la flat tax applicable à toutes les dividendes distribuées en 2025. Donc on est sûr, on est rassuré pour 2024, on est encore dans l'incertitude sur la réelle taxation des dividendes de cette année. Petite parenthèse sur l'application de la loi dans le temps pour faire un retour sur Mogador. Alors, en ce qui concerne les sujets du LMNP, un regret, c'est que, d'une manière générale, la fiscalité de la location meublée mérite probablement une refonte globale, et le gouvernement a choisi, le législateur a choisi de ne pas faire une refonte globale, mais de faire des refontes par petites touches. Il y a eu la loi Le Meur en novembre 24, il y a maintenant cette loi de finances sur l'amortissement, ce qui nuit grandement, à mon sens, à la lisibilité et à la sécurité juridique à laquelle on est en droit de s'attendre. Mais c'est comme ça, donc il faut faire avec. Alors, que nous dit la loi de finances pour 2025 ? Elle prend une disposition qui vient compléter le 150 VB du Code général des impôts, qui entre en vigueur classiquement, parce qu'il n'y a pas de disposition particulière, le 15 février, donc le lendemain de l'entrée en vigueur de la promulgation de la loi, et toujours selon le même principe, qui s'applique à tous les biens, quelle qu'ait été leur date d'acquisition. C'est bien toute vente à compter d'il y a 5 jours qui est concernée par cette nouvelle réglementation. Pour faire simple, en résumé, qu'est-ce qui est prévu ? Eh bien, il est prévu que les amortissements qui ont pu être pratiqués dans le cadre d'un régime LMNP, donc non professionnel, soumis au régime réel, donc c'est les deux conditions qu'il faudra remplir, sont réintégrés dans l'assiette de la plus-value. Alors, quelle est la nouveauté, si on se rappelle de la réglementation avant la loi de finances, donc, on parle de quoi ? On parle d'un loueur en meublé non professionnel. Pour mémoire, recettes inférieures à 23 000 euros et recettes qui ne sont pas supérieures aux autres recettes du foyer fiscal. À défaut, on rentrerait dans le loueur meublé professionnel qui, lui, a un régime de plus-value professionnel. Donc on est bien dans le cadre du non professionnel. Et encore faut-il que ce LMNP soit soumis au régime réel, soit de plein droit si ses recettes annuelles dépassent une certaine somme. Alors ça, c'est pas nouveau, c'est la loi Le Meur. Vous vous souvenez, il y a 3 seuils selon qu'on est en meublé de tourisme classé ou non classé, ou encore en chambre d'hôte. Donc un seuil à 15 000 dans le premier cas, à 77 700 dans les deux autres. Donc si on dépasse ces recettes, on est automatiquement au régime réel, mais on peut aussi décider d'opter pour le régime réel, alors même qu'on ne dépasserait pas ces... La situation antérieure, alors, il faut reconnaître, on est entre nous, qu'elle était quand même particulièrement avantageuse, puisqu'elle permettait de cumuler le bénéfice d'un amortissement fiscal pendant la durée de détention et d'oublier cet amortissement en étant dans la plus-value des particuliers au moment de la sortie. Bon, c'était une niche qui était quand même particulièrement intéressante, probablement trop. Donc aujourd'hui, c'est cette niche qui est remise en cause, puisque le principe, c'est qu'au moment de la vente du bien immobilier, on va minorer son prix d'acquisition des amortissements qui ont été pratiqués. On rappelle, on est en plus-value des particuliers, donc le principe de la plus-value, c'est prix de vente moins prix d'achat un peu réévalué des frais d'acquisition et d'éventuels travaux, point. Donc là, on ajoute une nouvelle donnée qui va être la minoration du prix d'acquisition par les amortissements. Un exemple pour bien comprendre, dans la situation ancienne, donc j'achète un bien 150 000 euros,
j'ai mes frais d'acquisition, alors j'ai pris le forfait à 7,5%, 11 250, et j'ai amorti sur 5 ans 21 250 €. Je vends au bout de 5 ans, alors juste avant, parce que pour simplifier les calculs, je vends à 5 ans à 200 000 €. Ma plus-value, avant, c'était facile. Mon prix d'acquisition, 150 plus mes frais, 161 250. La différence avec 200 000, 38 750. À 36,2, parce que je suis encore dans les 5 premières années, j'ai 38 000 € de plus-value, un peu plus, et 14 000 € d'impôts à payer. L'impact de la réforme, dans le même exemple, eh bien, ma plus-value va se calculer non plus par rapport aux 161 000, mais aux 161 000 moins les 21 000 d'amortissement. Je vais donc déclencher une plus-value de 60 000 € et un impôt de 21 000 €. Donc on voit que ça augmente le coût de la plus-value d'à peu près 50%. Je suis passé de 14 000 à 21 000. On a un cas particulier alors, qui se comprend assez bien en ce qui concerne les éventuelles dépenses de construction, de restructuration, d'agrandissement, d'amélioration. En fait, la question très simple, c'est de savoir si on a pris en compte ou pas, enfin comment on a pris en compte ces dépenses. Si elles ont été déduites en totalité des revenus imposables. Elles n'ont plus aucun impact au moment de la plus-value, elles ne viennent pas majorer le prix d'acquisition et elles n'ont pas été amorties, donc il n'y a pas d'impact. On reste en fait dans le schéma initial. En revanche, si les dépenses n'ont pas été déduites des revenus imposables, mais qu'elles ont été intégrées à l'amortissement, eh bien, on va les prendre en compte comme si c'était du prix d'acquisition. On va augmenter le prix d'acquisition de 100% des dépenses, mais on va le minorer de la quote-part de ces dépenses qui ont été amorties. C'est assez logique en somme. On a une exception. Alors je vous ai repris le texte intégralement parce que voilà, il n'y a pas de raison de le simplifier, mais on est exonéré de réintégration dans les hypothèses où les biens vendus sont des résidences étudiantes, des résidences seniors, des résidences personnes âgées, handicapées, donc toute une série de résidences à caractère social qui sont exclues de ce dispositif de réintégration. Voilà. Et puis, voilà, donc ça c'était sur le sujet LMNP, pardon. Tant qu'on est sur la plus-value, une petite alerte sur le cas particulier de la plus-value de cession des droits de surélévation qui devait se terminer le 31 décembre 2024 et qui est prorogé de 2 ans, donc pour toutes les cessions de ce type de droit jusqu'au 31 décembre 2026. Pour mémoire, c'est quand on a une cession par une personne physique ou une société non soumise à l'IS, avec un engagement de réaliser des travaux qui vont créer de la surface habitable dans les 4 ans de l'acquisition. Donc c'est une petite prorogation dans le domaine des plus-values. Alors, j'ai des questions, je ne sais pas si tu as les réponses. Moi j'ai la question. Donc on a un confrère qui nous dit, qu'est-ce qui se passe si les amortissements pratiqués sont supérieurs au prix d'acquisition? Par exemple, tu as acheté le bien et puis seulement 10 ans après, tu l'as mis en location meublée et donc tu l'as inscrit dans ton bilan à une valeur supérieure à son prix d'acquisition et donc tu l'as amorti sur une valeur supérieure à son prix d'acquisition. Et donc ça déduit des amortissements qui dépassent le prix d'acquisition. C'est une bonne question, mais alors, si tu l'as inscrit au bilan pour un prix supérieur... Ouais, en fait, quand tu bascules en location meublée, tu rentres, tu fais un bilan et donc tu inscris le bien à sa valeur vénale et pas à sa valeur d'acquisition. Eh bien, on répondra par écrit à ce point. Non, mais la logique, c'est que tu auras une plus-value sur 100% du... Ouais. L'application stricte du texte, c'est prix de vente moins amortissement pratiqué. On aura on aura 0, on aura 100% du bien soumis à plus-value. Tu loues meublé, puis après tu loues nu. Et donc tu te retrouves au moment de la vente. Est-ce que tu tiens compte des amortissements antérieurs Avant d'y répondre, je vais pas botter en touche, mais cette réforme va, une fois de plus, rendre la coopération notaire expert comptable essentielle. Tu m'étonnes. Jusqu'à présent, en matière de plus-value immobilière, on était relativement serein. On n'avait pas trop besoin de vous.
ça a pu être le cas. Donc il va falloir effectivement qu'on travaille ensemble. Je ferme la parenthèse. Et donc la question c'était si... Tu loues meublé, tu déduis les amortissements, puis après tu loues nu. Et puis après tu arrêtes de louer. Et puis tu vends bien. Alors, il me semble que la réponse, c'est que cette situation n'a pas d'impact sur le calcul. Parce que je ne l'aurais amorti que les années où j'étais en loueur meublé. Donc, je prendrais 100% de mon amortissement en compte. Donc, on ne peut pas échapper au truc en arrêtant de louer meublé les dernières années avant la session. Non, ça serait trop beau. Bon, écoute, je crois qu'on a répondu aux principales questions. C'est un peu la panique. On a prévu la journée, non? Puisqu'on a 30 minutes pour faire les 70 slides qui restent. Alors, mais je vais aller très vite en ce qui me concerne, puisque là, on va parler de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. Je ne suis pas certain que vous ayez beaucoup de clients qui font plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc, il y a une taxe qui se rajoute à l'IS et qui dépend évidemment de votre chiffre d'affaires. Est-ce que vous faites entre 1 et 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires ou plus de 3 milliards? Si c'est le cas, vous avez une majoration de 20% ou de 41% du montant de votre impôt sur les sociétés. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y a une deuxième taxe qui concerne là aussi les sociétés qui font plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, qui est rétroactive au 1er mars 2024, qui est quand même assez incroyable de voter en février 2025 une taxe qui s'applique à toutes les opérations réalisées depuis le 1er mars 2024, et qui consiste à taxer à hauteur de 8% les rachats d'actions pour les sociétés qui font plus de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Alors, c'est là aussi un peu surprenant que cette taxe elle soit payée par la société, alors que les bénéficiaires du rachat d'actions, eux, ne la supportent pas. Donc voilà, et c'est une taxe qui n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt. Ce qui est incroyable, c'est que ça n'avait pas été déféré au Conseil constitue. Parce que ça ne pouvait pas passer, compte tenu de la jurisprudence, ça ne pouvait pas passer, mais personne ne l'a soumis. Et comme le Conseil ne peut pas s'autosaisir, c'est un truc de fou. Et en fait, tu te retrouves à devoir payer une taxe sur des opérations qui ont eu lieu en 2024, que tu n'avais pas anticipé, et en plus, tu payes 8% et tu ne déduis pas de l'assiette de l'IS. Bon, c'est un truc de fou. Alors, vous savez qu'il y avait une CVAE qui devait être supprimée le 1er janvier 2024, pardon, le 1er janvier 2027, pardon, en fait, ça sera le 1er janvier 2030. Bon, peut-être. On se retrouve en 2030 pour vous expliquer, ça sera en 2035. Et donc, comme la loi de finances n'a pas pu être votée en 2024, et que dans la programmation du taux était prévue la baisse à 0,19 du taux maximal de la CVAE, et non 0,28, eh bien, qu'à cela ne tienne, on a une majoration de 47,4% du montant de la CVAE, ce qui ramène effectivement le taux en pratique à 0,28. Donc ils ne pouvaient pas changer le taux, donc ils l'ont laissé à 0,19. Mais comme tu vas avoir cette taxe exceptionnelle de 47,4%, tu peux t'assurer que 0,19 fois 147,4% égale 0,28. Voilà. Et donc, tu as un acompte unique à verser le 15 septembre 2025 sur la base de ta CVAE 2024, égal à 47,4% du montant de ta taxe payée. Donc, je vous ai remis le barème là, qu'on a récupéré dans le feuillet hebdo de la revue fiduciaire. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Par contre, juste un petit point d'alerte, c'est que vous savez qu'il existe un plafonnement de la contribution économique territoriale. Donc CVAE plus, voilà, exactement. Et donc, ne rentre pas dans le calcul du plafonnement la contribution exceptionnelle de 47,4%. Ce qui fait qu'en 2025, tu as un plafonnement qui était prévu à 1,438. Ça ne bouge pas, alors que c'était 1,531 de la valeur ajoutée les années antérieures et les années 26-27. Ça, c'est les nouveaux barèmes. Mais si jamais tu te retrouves à devoir payer, parce que tu es plafonné, 47,4% de plus, eh bien en pratique, on va se retrouver avec une CVAE qui peut atteindre 2,12% de la valeur ajoutée. Donc ça peut concerner un certain nombre d'entreprises qui vont voir exploser le montant de leur CVAE en 2025, compte tenu du déplafonnement de cette surtaxe au titre de l'année 2025. Alors, je vous l'ai déjà dit, on a supprimé les frais de comptabilité, il n'y a pas de petites économies, et donc c'est terminé les 915 € de crédit d'impôt. Ça n'existe plus. Bon, évidemment, par contre, la facture est désormais intégralement déductible, puisque tu n'as plus droit au crédit d'impôt. Et puis, on a également une précision. Vous savez qu'il était possible, post-Covid,
de réévaluer les actifs au bilan. Donc ça pouvait concerner à la fois les actifs amortissables et non amortissables. Et cet écart de réévaluation était rapporté au résultat entre 5 et 15 ans, selon la nature de l'IMO, ou au moment de la vente si c'était un bien non amortissable. Eh bien, l'administration fiscale demande désormais, à compter de l'exercice clos le 31 décembre 2025, donc ce n'est pas pour les bilans 2024, mais c'est pour les bilans à venir, qu'il y ait un état de suivi qui soit fourni pour permettre au fisc de faire le suivi de cet écart de réévaluation. Et puis le CIR est raboté. Donc là aussi, on cherche à économiser un peu de sous. Dépenses de veille technologique, c'est supprimé. Ce qui fait beaucoup réagir les réseaux sociaux, c'est la suppression des dépenses de personnel qui étaient multipliées par 2 pendant les 24 mois pour les doctorants. Ça n'existe plus. Et puis, on a un taux de forfaitaire des dépenses de fonctionnement qui était de 43% des dépenses de personnel qui passe à 40%. Et donc, tout ça, c'est en vigueur à compter du 15 février 2025. Et puis, on a encore raboté un peu le crédit d'impôt investissement et innovation, pardon, qui passe de 30 à 20. Par contre, crédit d'impôt innovation et crédit d'impôt collection sont prorogés jusqu'au 30 décembre 2027. Ok. Il n'y a pas trop de questions. Les questions continuent sur le LMNP. Donc il y a Armand qui veut s'expatrier à Dubaï. Elisabeth qui veut y aller avec lui. Jacques qui veut prendre sa retraite. J'avais vu une question sur la CVAE, c'était, bon je ne l'ai plus, mais c'était, est-ce qu'il y a, parce que tu as dit qu'on payait le truc en plus là, en septembre, et un confrère demandait si on devait quand même payer un acompte en juin. Oui, ah oui, bien sûr. De l'année. Lui, il n'y aura pas le truc en plus. Non, non, non. En fait, tu as l'acompte en juin et l'acompte septembre, et puis le solde l'année en mai, l'année suivante. Mais l'acompte qui concerne la surtaxe de 47,4%, elle est à payer en septembre. Ouais. Les mesures relatives à la TVA. Alors, bon, vous savez que on l'a dit en introduction, hein, la mesure un peu surprise d'ailleurs, c'était l'abaissement du seuil de la franchise de base. Alors, mis en suspens, donc on ne sait pas, on vous a quand même mis les règles parce qu'on verra comment ça se déboucle. Dans le système avant loi de finances, on avait des seuils qui étaient différents entre ceux qui vendent des marchandises, ceux qui font de la prestation de service. Donc on avait un seuil à 85 000 €, un seuil à 37 500. On avait des seuils spécifiques pour nos amis avocats, pour les auteurs, les artistes donc à 50 000 €. Voilà, donc ça, c'est les seuils qui existent aujourd'hui. Et dans cette loi de finances, on simplifiait tout parce qu'il n'y avait plus qu'un seul seuil pour tout le monde. C'était 25 000 €. 25 000 €. Le seuil majoré, il est de 27 500 €. Hein. Je vous rappelle que tu bénéficies de la franchise de base si ton chiffre d'affaires N-1 est inférieur au seuil de 25 000 € et si dans l'année en cours, tu ne dépasses pas les 27 500 €. Hein. C'est ça le seuil majoré. Donc, on simplifie, on scratch tous les seuils voilà, pour avoir une règle commune à tout le monde, 25 000 €. Ça n'a évidemment aucun impact sur les seuils du micro-BIC et micro-BNC qui ne bougent pas. Dans le texte tel qu'il est voté aujourd'hui, cette mesure doit entrer en vigueur au 1er mars, donc dans une semaine, 1er mars 2025. Et donc, il faudra bien regarder si votre chiffre d'affaires 2024 était supérieur à 25 000 €, et ben, tu te retrouves à être taxé à la TVA. Alors non pas au 1er janvier 2025, ils ne sont quand même pas allés jusque-là, mais je pense qu'ils n'avaient pas le droit, mais au 1er mars 2025, tu es assujetti à TVA. Si jamais tu étais en dessous de 25 000 € en 2024, il va falloir suivre le seuil majoré de 27 500 €. Et si vous le passez en 2025, vous devenez imposable. C'est la même règle qu'actuellement, mais avec des seuils différents. Donc, le petit point d'attention pour les éventuels contribuables qui se retrouveraient à basculer en TVA, bon, évidemment s'immatriculer auprès du SIE, voilà, bon, ça c'est évident, mais aussi la possibilité du coup de déduire la TVA sur ces achats, mais aussi d'aller régulariser la TVA sur les IMO, puisque vous savez que la TVA déductible sur les IMO, on peut la régulariser sur une période de 5 ans. Donc il y aura, si jamais vous récupérez, alors ça ne va pas être les dossiers du siècle à 25 000 €, mais si vous récupérez des dossiers comme ça, vous pouvez leur vendre une petite valeur ajoutée en allant chercher les investissements qu'ils ont faits sur les 5 dernières années pour essayer de gratter un peu de TVA déductible en régularisation. Mais cette mesure est suspendue. Donc c'est un communiqué de presse de Bercy.
On rappelle que François Bayrou nous a dit qu'il a fait le 49.3 sans voir cette mesure, donc ça donne confiance. Donc le mec, il engage la responsabilité de tout le monde, il n'a pas lu le texte. Hein. Donc voilà, ils ont... Alors, je ne suis pas un grand juriste, mais c'est dans la loi, donc j'ai du mal à voir comment le gouvernement peut suspendre une loi, mais enfin, sans faire une autre loi. Mais... Juridiquement non, ça avait déjà été fait justement sur les seuils LMP de ce qui était ce qui a été voté par la loi pour 2024, qui n'est jamais entré en vigueur et qui avait été suspendu par l'administration. Bon, là, c'est pas une nouveauté, j'en dis. C'est parce que c'est au profit du contribuable. C'est ça. Ouais. Voilà, donc on va attendre de voir ce que leur discussion avec nos amis. Enfin, conflit ou pas. Ça dépend. C'est considéré comme ça. Il y en a qui peuvent trouver que c'est un bénéfice d'être à la TVA. Ils peuvent voter aujourd'hui. Oui, ils peuvent voter, c'est vrai. Bon, voilà, bon bref, à suivre. Pour l'instant, j'ai regardé hier, j'ai pas vu que c'est particulièrement avancé dans leur discussion. Donc c'est suspendu. Sachant que ça doit rentrer au 1er mars, en vigueur au 1er mars. Donc, il faut qu'ils se dépêchent de discuter quand même. La loi prévoit la suppression du régime simplifié d'imposition, donc la TVA avec une seule déclaration à l'année qui de mémoire s'appelle CA12, si je ne dis pas de bêtises, est supprimée à partir du 1er janvier 2027, donc on n'aura plus ce régime. Et il crée par contre un autre régime qui est le réel trimestriel, où en fait vous aurez la possibilité de faire une déclaration une CA3, donc pas tous les mois mais tous les trimestres. Il y aura des seuils pour être éligible à ce dispositif. C'est 1 million de chiffre d'affaires avec un seuil majoré en cours d'année de 1 million 100. Donc ça c'est à partir du 1er janvier 2027, il n'y a pas le feu, mais suppression de la déclaration, du régime simplifié de TVA et création d'un nouveau régime de réel trimestriel à partir de 2027. Mesure importante pour les entreprises de bâtiments qui font des travaux dans les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans. Vous savez qu'on avait la contrainte d'aller collecter les attestations auprès des clients finaux. Donc le client il dit bah oui, j'atteste que c'est bien un bien à usage d'habitation achevé depuis 2 ans. Donc il fallait avoir toutes ces attestations parce que ça permet de bénéficier du taux de TVA réduit de 10%. Et vous savez qu'en cas de contrôle fiscal, c'est un truc qu'ils adorent regarder et dès qu'il en manque une, bim, ils te mettent le taux de TVA à 20%. Cette obligation de collecter les attestations a disparu au 16 février 2025. Il n'y a plus l'obligation d'aller chercher les attestations auprès des clients. Mais par contre, il faut maintenant que les mentions, c'est-à-dire certifier qu'on est bien sur un local à usage d'habitation achevé depuis plus de 2 ans, soient faites sur la facture ou le devis. C'est l'un ou l'autre, sur la facture ou la devis, et qu'on puisse démontrer que le client a certifié la facture ou le devis, c'est-à-dire qu'il l'est signé. Et si c'est sur le devis ou la facture et que c'est signé par le client, eh bien, il n'y a plus besoin d'avoir l'attestation. Donc c'est une forme de simplification, mais attention, hein, il ne faut pas juste retenir qu'on n'a plus besoin de chercher les attestations. Il va falloir travailler un petit peu la formalisation sur facture et devis. Puis bon, il y a une obligation de conservation, c'était déjà le cas pour les attestations, donc il n'y a pas de nouveauté là-dessus. La suppression de l'auto-certification des éditeurs de logiciels de caisse. Donc vous savez que pour les assujettis à la TVA qui réalisent des opérations en B2C, dès lors qu'ils utilisent un système informatisé, ils ont l'obligation d'utiliser un système certifié qui répond à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données. Et donc, sur un plan pratique, on a conseillé à nos clients d'aller récupérer auprès de leurs éditeurs l'attestation comme quoi ils étaient bien conformes à cette norme. Avant la loi de finances 2025, cette attestation elle pouvait être soit émise par un certificateur externe, soit auto-réalisée par l'éditeur. C'est-à-dire que c'est l'éditeur lui-même qui faisait une attestation pour dire « je certifie que mon logiciel est bien dans les conditions prévues par la loi ». Comme il n'est pas impossible que ce système d'auto-certification ait pu permettre la continuité, l'émergence de systèmes encore permissifs, l'administration a dit ça suffit, l'auto-certification c'est plus possible, on arrête. À partir du 16 février 2025, tous les éditeurs doivent faire certifier leur logiciel de caisse par un certificateur externe accrédité par le COFRAC, donc peu importe, un certificateur externe. Et donc ça signifie que tous les éditeurs qui ont émis à leurs clients et donc à nos clients des attestations d'auto-certification vont devoir fournir maintenant une vraie attestation, une attestation en tout cas faite par un tiers. Et se pose d'ailleurs la question de quelle va être la tolérance, parce que le truc a quand même débarqué comme ça un peu du jour au lendemain. Et donc il y a des éditeurs aujourd'hui qui avaient fait que de l'auto-certification,
et qui du coup ne sont plus en conformité puisqu'ils n'ont pas encore fait intervenir l'organisme extérieur. Donc il y a un beau business pour ces certificateurs et donc surtout de la vigilance pour nos clients pour leur dire allez récupérer l'attestation émise par un tiers si c'était une auto-certification réalisée par l'éditeur. Dernière mesure relative à la TVA, et d'ailleurs plus exactement à la taxe sur les salaires, vous savez que c'est des impôts cousins, le dispositif du groupe TVA. Alors le dispositif du groupe TVA, c'est un dispositif qui existe depuis quelques années, qui n'est pas très répandu, et qui en fait est un peu l'équivalent pour la TVA de l'intégration fiscale pour l'IS. D'accord ? Donc en fait, quand vous êtes un groupe et que vous pouvez démontrer que vous avez des liens, donc la loi elle dit lien étroit au plan financier, économique et organisationnel. Je ne rentre pas dans le détail parce qu'il y a des critères qui sont définis dans le BOFIP. Dès lors que vous constituez un groupe avec ces différents critères, eh bien, vous pouvez faire une seule déclaration de TVA. Vous avez ce qu'on appelle un assujetti unique à la TVA. Et donc c'est comme une intégration fiscale, mais pour la TVA. Je vous ai rappelé que le groupe il est créé pour 3 ans et que c'est une option qu'il faut faire avant le 31 octobre de l'année N-1. Un exemple très simplifié. Imaginons que j'ai un groupe classique avec une holding animatrice qui fournit des prestations de services à une société d'exploitation. Quand il n'y a pas de groupe TVA, eh ben la holding animatrice, elle facture des prestations et ces prestations sont évidemment soumises à TVA. Alors, ça ne pose pas de difficulté si la société d'exploitation a une activité elle-même soumise à TVA et qui du coup lui permet de déduire, de passer la TVA des prestations de la holding en TVA déductible. Mais ça peut poser des problèmes lorsque la société d'exploitation, elle, a une activité non soumise à TVA. Exemple, assurance et banque. Parce que dans ce cas-là, les prestations facturées par la holding génèrent une TVA qui est collectée en haut mais qui n'est pas déductible en bas. Et donc, il y avait l'intérêt de créer un groupe TVA entre ces deux sociétés, parce que lorsque vous êtes membre du même groupe TVA, les factures réalisées entre les sociétés ne sont plus soumises à TVA. D'accord ? Donc tu ne génères plus de TVA collectée en haut, mais surtout tu ne génères plus de TVA non déductible en bas. Donc ça avait un côté bénéfique. La contrepartie de ça, jusqu'alors, c'était que comme ta holding animatrice, dans l'exemple que je donne, n'avait plus de chiffre d'affaires soumis à TVA, elle se retrouvait soumise à la taxe sur les salaires. Parce que vous savez que quand vous avez que du revenu non soumis à TVA, c'était la taxe sur les salaires. Donc, évidemment, ce n'était pas très sexy pour la plupart des entreprises qui, de toute façon, pouvaient récupérer la TVA en bas. Et donc, elles n'avaient pas d'intérêt à aller se soumettre à la taxe sur les salaires en haut. Donc, concrètement, aujourd'hui, ce dispositif, on le retrouve surtout dans les assurances et les banques. D'accord ? Mais bonne nouvelle, la loi de finances 2025 est venue améliorer le dispositif, ou en tout cas corriger le dispositif, en prévoyant désormais que le membre du groupe TVA qui se retrouverait assujetti à taxe sur les salaires, parce qu'il n'aurait plus de chiffre d'affaires soumis à TVA, eh bien, ne le sera pas dans l'hypothèse où s'il était resté en dehors du groupe, il ne l'aurait pas été. Dans l'exemple de ma holding animatrice, si elle n'avait pas été dans le groupe TVA, elle n'aurait pas été soumise à la taxe sur les salaires. Alors vous allez me dire, oui, elle aurait pu toucher des dividendes, mais enfin, s'il n'y avait que de la presta, elle n'aurait pas été soumise à taxe sur les salaires. Eh bien, avec cette nouvelle disposition, elle ne sera pas soumise à taxe sur les salaires, quand bien même 100% de son chiffre d'affaires ne serait plus soumis à TVA. Donc là, tous les avocats spécialisés en groupe TVA, vous allez sur LinkedIn, ils disent « ouais, contactez-moi », parce qu'évidemment, ça ouvre le champ des possibles à absolument tous les secteurs d'activité. Alors, c'est excessivement lourd à mettre en place, c'est pas un truc, c'est beaucoup plus compliqué que l'intégration fiscale, mais ça peut intéresser maintenant des secteurs d'activité qui, jusqu'à présent, s'en éloignaient parce qu'ils ne voulaient pas se retrouver assujettis à une taxe sur les salaires à laquelle ils n'étaient pas soumis. Les banques et les assurances, ils y avaient intérêt parce que ça leur enlevait le frottement de TVA interne. Certes, ils basculaient en taxe sur les salaires, mais enfin, généralement, la taxe sur les salaires est inférieure à la TVA non déductible sur des prestations internes. Un petit clin d'œil pour vous rappeler que cette mesure, en fait, elle était déjà prévue dans la loi de finances de l'an dernier, mais elle avait été censurée par le Conseil constitutionnel. Donc, on a retardé d'1 an le sujet. Elle a été censurée par le Conseil constitutionnel parce qu'ils avaient fait passer cette disposition dans la loi de financement de la sécurité sociale. Et donc, le Conseil constitutionnel avait dit non, ça aurait dû être dans la loi de finances. Hein. Donc, c'est un cavalier législatif, je censure. Et donc, vous voyez, cette petite boulette de forme où ils ont mis dans le mauvais texte la disposition a quand même coûté 1 an et 3 mois, puisque c'est à partir de mars, 1 an et 3 mois aux entreprises, puisqu'il a fallu 1 an et 3 mois pour régulariser cette erreur d'aiguillage qu'il y a eu fin 2023. Merci Gilles.
Alors, dernière partie principale sur la fiscalité des particuliers. Un slide habituel, rapide, que je passerai sur la revalorisation des tranches. Alors, j'ai mis limité à 1,8 parce que dans le projet de décembre de l'année dernière, la revalorisation était prévue à 2 parce que c'était l'inflation attendue. Et entre-temps, l'inflation réelle a été fixée à 1,8. Donc, le législateur en a profité pour baisser un tout petit peu la revalorisation des tranches pour se caler avec l'inflation. Dans les mesures un peu nouvelles, on a une exonération de droits d'enregistrement en cas de donation de sommes d'argent sous condition. Alors, dit comme ça peut paraître intéressant. C'est un leitmotiv qui revient régulièrement avec des conditions particulières d'utilisation des sommes d'argent données. Les expériences précédentes ont montré que l'utilisation était relativement rare. Ça ne donnait pas lieu à des dizaines de dossiers chez nous. Malgré tout, elle existe, elle n'est pas inintéressante quand même. Elle entre en vigueur pour toute donation depuis le 15 février et c'est une mesure provisoire, comme toujours sur ce type de donation, d'exonération exceptionnelle pour les 2 ans qui viennent. Le principe, c'est une exonération si les sommes sont utilisées pour acheter des immeubles, jusque-là c'était pas mal, neufs. Et c'est là que ça devient un peu moins intéressant, c'est un ajout du Sénat. Donc pour l'achat d'immeubles neufs ou pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique. Les montants exonérés, 100 000 € par donateur à un même donataire, ça c'est classique. Une nouveauté, c'est qu'on plafonne la capacité à recevoir d'un donataire à 300 000 €. Donc il peut recevoir 3 fois, mais pas plus. S'il a 2 parents, 2 grands-parents, il y en a un qui ne pourra pas lui donner. Le lien de famille entre le donateur et le donataire, c'est en ligne descendante, enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant, et à défaut seulement de descendance directe, la donation est ouverte aux neveux et nièces. Il est à noter que la loi ne vise pas les petits-neveux, petites-nièces, ce qui est pourtant un des cas de figure où ça peut aussi devenir assez intéressant. Vous avez des grands-parents, de plus de 60 ans, 70 ans, l'intérêt c'est plutôt de transmettre 2 générations en dessous. Ça a été probablement volontairement exclu, puisque dans le premier cas, on voit bien qu'on a enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants qui sont cités, et pour les neveux et nièces, il n'y a que neveux et nièces. L'utilisation des fonds, donc je le disais, l'acquisition d'un immeuble neuf, achevé ou en état futur d'achèvement, qui doit être destiné à devenir la résidence principale soit du donataire, soit d'un locataire. Dans ce cas de figure, le locataire ne doit pas faire partie du foyer fiscal du donataire bailleur. Ou, deuxième hypothèse, après l'acquisition, c'est la réalisation de travaux de rénovation énergétique. Et là, on est uniquement sur la résidence principale du donataire. Ça ne peut pas être dans un cadre d'un bien loué. Alors, on vise les travaux énergétiques prévus par la loi de finances de 2020. Là, j'ai une petite difficulté d'interprétation que je ne sais pas comment gérer, parce que l'article qui avait été codifié à l'époque, 200 quater du CGI, a été modifié par la loi de finances de 2021. Donc, est-ce qu'il faut prendre les conditions 2020, celles qui sont citées, ou celles de l'article modifié? J'avoue que je n'ai pas de réponse. Et puis, la deuxième difficulté d'application que je vois par manque de précision, c'est que l'affectation des fonds doit être réalisée au plus tard le dernier jour du 6e mois qui suit le versement, mais sans précision. Donc si on est en acquisition, en VFA, est-ce qu'on parle du contrat de réservation, est-ce qu'on parle de la vente, est-ce qu'on parle de la livraison? Pas de précision. Et ça peut être important parce que le donataire ne maîtrise pas forcément la date de la signature. Il a pu signer un contrat de réservation et il va attendre la bonne volonté du promoteur pour signer la vente. Donc il y a une zone de grise qui n'est pas évidente à gérer. Et puis si c'est les travaux, on ne nous dit pas non plus si c'est l'acceptation du devis, la réalisation des travaux, le paiement d'un acompte ou de la facture. Donc on a quelques incertitudes sur la mise en œuvre pratique de cette donation. Et puis on a quelques modalités anti-abus. Il ne faut pas que les biens acquis aient bénéficié de... Enfin, il faut, que les biens acquis ou les biens loués soient conservés 5 ans comme résidence principale du donataire ou du locataire, et il ne faut pas que les dépenses de rénovation aient déjà donné lieu à d'autres avantages fiscaux.
Deuxième mesure que je vais détailler rapidement aussi, c'est l'augmentation des droits d'enregistrement, les fameux frais de notaire. Alors, c'est une possibilité qui est ouverte aux conseils départementaux d'augmenter la quote-part de taxe sur la publicité foncière qui leur revient. Cette taxe, aujourd'hui, alors elle était de 3,80, il avait été ouvert la possibilité au département de la porter à 4,5%, ce que tous les départements ont fait dans le temps, sauf aujourd'hui l'Indre, la Mayenne et Mayotte, qui sont toujours à 3,80. Et donc aujourd'hui, le législateur autorise les départements à passer de 4,5 à 5. On a une exception obligatoire dans l'hypothèse où les départements mettent en œuvre cette possibilité d'augmenter. Elle ne pourra pas s'appliquer, cette augmentation de 0,5%, aux primo-accédants, sous condition, alors je vous passe les conditions, mais c'est les conditions classiques de primo-accédants, donc elles ne pourront pas s'appliquer aux primo-accédants qui achètent leur résidence principale. Et puis la loi de finances prévoit aussi une exception facultative. Cette fois, c'est toujours pour les primo-accédants qui achètent leur résidence principale, mais c'est la possibilité donnée au département de diminuer spécifiquement pour eux la taxe. Donc ils pourraient passer de 4,5 à 4, voire même à 0 pour les primo-accédants. À noter une bizarrerie du texte. Pour cette exception facultative, il est prévu une obligation de conservation de 5 ans du bien. Cette obligation n'est pas prévue dans l'exonération obligatoire qu'on a vue au-dessus. Donc ça laisse entendre qu'en appliquant strictement le texte, je pourrais revendre dans l'année en tant que primo-accédant et j'aurais bénéficié de mon taux réduit. Alors, un grand moment de cette loi, l'entrée en vigueur. Pourquoi faire simple quand on veut faire compliqué? Le texte prévoit 2 hypothèses. Une hypothèse pour les décisions prises par les conseils départementaux entre globalement décembre et avril. Et dans ce cas-là, l'entrée en vigueur, c'est le premier jour du 2e mois qui suit la notification de la décision. Donc pour la période qu'on est en train de vivre aujourd'hui, les départements qui ont pris une décision avant le 15 février, et c'est le cas de Paris, ça sera applicable le 1er avril. Ceux qui vont le prendre dans le mois qui vient, ça sera 1er mai, puis 1er juin. Ensuite, on a une période d'avril à novembre où l'entrée en vigueur sera le 1er janvier de l'année prochaine. Et ensuite, j'ai aucune explication sur le pourquoi de quelque chose d'aussi compliqué, si ce n'est que c'est plutôt probablement pour coller avec la période où les départements votent leur budget. Mais il n'y a aucun intérêt. Donc on repart sur le premier jour du 2e mois de décembre à avril 2026. On repart sur un 1er janvier 2027 d'avril à novembre 2026. Et puis c'est tellement compliqué que le législateur s'est pris les pieds dans le tapis. Il a oublié ce qui se passerait pour les décisions prises entre le 1er décembre 26 et le 15 avril 27. Alors on a d'autres lois qui passeront d'ici là pour corriger cette erreur. C'est quand même assez incroyable d'être passé à côté. Et puis, alors ça aussi, ce qui est assez sympa, c'est qu'il imagine aussi les décisions qui seraient prises entre avril et novembre 27, qui rentreraient en vigueur le 1er janvier 28, sachant que la fin du dispositif, c'est le 31 mars 28. Donc ce serait une décision qui rentrerait en vigueur le 1er janvier pour 3 mois, pour s'arrêter, sauf prorogation du dispositif, 3 mois plus tard. Autant dire aussi que si le dispositif n'est pas prorogé, je pense que je vais partir en vacances du 1er janvier 28 au 30 mars 28, parce qu'il n'y aura aucune vente qui passeront. À 3 mois près, tout le monde attendra de baisser, de revenir à 4,5 au lieu de 5. Très rapidement, quelques dispositifs prorogés ou aménagés à la marge. Un qui était attendu, le 150-0 d'Ether, l'abattement de 500 000 € pour départ à la retraite. Alors, il est prorogé de 7 ans, donc jusqu'au 31 décembre 2031. Petit flashback sur l'application de la loi dans le temps. Le législateur allègrement a oublié de traiter la question, puisqu'il dit dans le texte on modifie l'article 150.0 d'Ether pour modifier 2024 en 2031. Sauf que l'application de ce texte, c'est le 15 février. Si j'ai une cession entre le 1er janvier
et le 14 février, le texte n'était pas applicable. Donc en application stricte, l'abattement de 500 000 n'existe pas. J'espère que, parce que c'était la volonté du gouvernement, l'administration fiscale ne retoquera pas dans cette hypothèse. En tout cas, je suis très content de ne pas avoir fait ce type de session dans cette période et d'avoir attendu le 15 février pour redémarrer. Toujours dans les prorogations, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, la possibilité de monétiser les jours de RTT qui étaient donc avec un régime de faveur où le complément de salaire versé est assimilé à des heures supplémentaires avec le régime de faveur qui est prorogé de décembre 24 à décembre 26. L'exonération de prise en charge des frais de transport des salariés, c'est obligatoire jusqu'à 50%, c'est facultatif de 50 à 75%, et bien dans ce cas-là, on a une exonération, y compris sur la part facultative. Ça, c'est prorogé, mais que pour un an, pour 2025. Prorogé également pour un an l'exonération des pourboires, exonération fiscale et sociale. Alors le dispositif ne change pas, hein, il y a toujours les conditions de ressources, les modalités de versement inchangées, mais c'est prorogé d'un an. On a le plafond majoré, vous savez, dit Coluche, qui était à 1 000 €, qui est pérennisé. Donc il était à 1 000 € avec une durée de fin. La durée de fin est supprimée, donc le plafond de 1 000 € devient définitif. Le taux de 75% est applicable, outre toutes les associations qui en bénéficiaient avant, de manière nouvelle aux associations d'aide aux victimes de violences domestiques, de manière pérenne également, pas de date de fin. Et puis, pour tout ce qui est associations qui œuvrent pour la conservation et la restauration du patrimoine religieux, on a une prorogation au 31 décembre 25. Dans les prorogations encore, on a le dispositif Locavantage. Vous savez, c'est une réduction d'impôt qui bénéficie aux bailleurs qui louent nus dans des cadres de loyers maîtrisés conventionnés avec l'ANA. Ce dispositif est prorogé de 3 ans jusqu'au 31 décembre 2027. Un mot rapide pour terminer, je crois, ou presque, sur un recentrage de la taxe d'habitation sur les résidences autres que résidences principales, donc sur les résidences secondaires. En fait, il y avait un flou sur les hypothèses où cette taxe s'appliquait, il y avait un flou sur la possibilité ou non de cumuler parfois THRS et CFE. Donc aujourd'hui, on a à la fois acté le principe que dans certains cas, il pouvait y avoir cumul THRS et CFE, mais que pour autant, on sortait de la THRS un certain nombre d'hypothèses qui étaient floues. Donc, en résumé, aujourd'hui, cette THRS elle est exigible pour tous les locaux meublés ayant une destination d'habitation hors résidence principale, y compris s'ils sont imposables à la CFE. Notamment, font partie de la THRS les locaux d'habitation qui font partie d'une pièce de résidence secondaire que je donne en Airbnb, je suis soumis à THRS. En revanche, et c'est la précision elle plutôt favorable, on exclut de la THRS tous les locaux à usage exclusivement professionnel. Et puis on a des exceptions, donc exclusion, exception. Exception, c'est, on retrouve un peu la même logique que tout à l'heure pour tout ce qui est logement à titre temporaire à des personnes en difficulté, sous condition que ce soit géré par des personnes publiques ou par des associations à but non lucratif ou par des SEM. Exclusion également pour les locaux gérés par des CROUS pour les étudiants ou par les logements d'élèves dans les écoles ou les pensionnats. Exonération enfin possible dans les zones de revitalisation rurale où les communes peuvent décider d'exonérer de THRS les meublés de tourisme classés et les chambres d'hôtes. Alors on arrive à la fin et c'est heureux puisqu'on dépasse déjà un petit peu. On a deux dernières slides à vous présenter. La création d'une procédure de contrôle a priori des crédits d'impôt et montants de prélèvement à la source.
Donc vous savez que quand vous faites votre déclaration de revenus, vous pouvez évidemment déclarer des crédits d'impôt et aussi déclarer des acomptes de prélèvement à la source pour qu'ils soient déduits de votre impôt. Jusqu'à présent, l'administration fiscale émettait l'avis d'imposition et pouvait venir contrôler, et peut toujours venir contrôler ces montants et les remettre en cause. La loi de finances prévoit un dispositif dans l'hypothèse où on est en présence d'indices sérieux remettant en cause la réalité des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt ou des montants de prélèvement à la source déduits. Et ben dans ce cas de figure-là, l'administration fiscale peut ne pas émettre l'avis d'imposition, interroger le contribuable pour qu'il justifie les montants déclarés, et si jamais le contribuable ne répond pas ou ne justifie pas, émettre l'avis d'imposition sans ces montants. Donc elle peut ne plus émettre l'avis d'imposition, le mettre en suspens et ne l'émettre qu'avec les montants dont elle est sûre. Bon, le terme dans la loi, c'est indice sérieux remettant en cause la réalité des dépenses ou des montants. Un tout petit mot, ce sera le dernier, sur la loi de financement de la sécurité sociale, alors qui n'était pas forcément l'ordre du jour de ce webinaire, mais il y a quand même quelques mesures qu'on souhaitait mettre en avant. La première, c'est que sur les apprentis, eh bien, il y a une petite évolution des cotisations sociales qui leur sont applicables. Jusqu'à présent, les apprentis étaient exonérés de charges sociales jusque 79% du SMIC et au-delà, ils y étaient soumis. Ce seuil est abaissé à 50%. Concernant la CSG et la CRDS, ils en étaient exonérés, donc ils n'avaient pas de CSG déduit sur leur fiche de paye. Et bien maintenant, si leur rémunération dépasse 50% du SMIC, ils devront payer de la CSG, de la CRDS, ce qui conduit leur net à payer, à recevoir, à baisser, du coup, puisque c'est une cotisation salariale, la CSG-CRDS. C'est applicable pour tous les nouveaux contrats conclus à partir du 1er mars. Donc les contrats en cours ne sont pas concernés par cette évolution. La contribution patronale à payer sur les attributions gratuites d'actions repasse à 30%. Vous savez qu'on était descendu à 20% depuis quelques années, là on revient à 30% à partir du 1er mars 2025. Dès cette année, pour le calcul de la réduction Fillon. Alors mon associé m'a dit qu'on ne disait plus réduction Fillon, mais moi j'ai envie de dire réduction Fillon, parce que je trouve ça plus simple. Eh bien, on tient compte, vous savez, pour savoir si vous êtes entre 1 et 1,6 fois le SMIC, on va devoir tenir compte de la prime, la PPV, la prime de partage de la valeur, pour voir si on respecte ou pas le seuil, et puis du coup calculer aussi la réduction Fillon. En 2026, la réduction Fillon va être réformée de manière assez significative. Donc il va y avoir des décrets dans l'année, et la réduction Fillon ne sera plus entre 1 et 1,6 fois le SMIC, mais entre 1 et 3 fois le SMIC. Donc ça c'est pour l'année prochaine, mais il y aura une refonte assez structurelle de cette réduction Fillon. En conclusion, un petit peu de pub. On a un super webinar, donc sous le même format, sur le guichet unique qui arrive le 11 mars 2025. Si je ne dis pas de bêtises, il sera également capté par nos amis de Compta Online, qu'on n'a pas salué mais qui sont présents aujourd'hui. Et donc vous pouvez déjà vous inscrire pour évoquer les difficultés pratiques. On aura la présence d'un expert en formalité, Monsieur Labonne, qui essaiera de répondre autant que faire se peut à vos interrogations. Donc le 11 mars 2025, de 9h à 10h30. Et puis vous savez, à l'Ordre de Paris, on a pas mal d'événements, on en fait un paquet. Et donc sur le mois de mars, on en a un certain nombre. On parle de l'intelligence artificielle le 4 mars, on parle du contrôle qualité et du contrôle lab le 5 mars. Le 12 mars, c'est la NPMQ, ma grande passion. Le 12 mars, le comité association fait une matinale. Le 13 mars, on fait un webinar, et donc j'aurai le plaisir d'animer ce webinar avec mon ami Christophe sur la réduction de capital et les abus de droit. Donc ça, c'est pour les membres du Club Patrimoine. Les 13 et 14 mars, on a les Business Games au 50 rue de Londres. Le 19 mars, on a un atelier Innovatio dont je n'ai pas le thème. Le 22 mars, on a le coaching des stagiaires, donc pour les aider à préparer les épreuves du DEC. Le 27 mars, on a un nouveau webinaire du Club Patrimoine. J'attire votre attention parce qu'il va être extrêmement d'actualité. C'est Pierre-Yves Lagarde qui va l'animer, ce webinaire. Et il va parler de la réforme de la base des cotisations sociales des TNS, puisqu'il y a une réforme qui est en œuvre depuis 2025, avec une base de cotisations sociales qui va être basée sur le super brut, et non plus sur le net imposable. Et le 2 avril, on a encore un atelier innovation dont on n'a pas le thème. J'arrête avec la pub. Je ne vais pas vous lancer sur les questions parce que sinon on est mort.
Je vous remercie à tous. Je vous remercie tous. Je remercie Compte Online d'avoir fait la captation et la régie de ce webinaire. Jérôme, on te remercie Merci de à ta vous. présence. On remercie les notaires de nous accompagner toujours sur ces lois de finances. Votre expertise, notamment sur la partie immobilière, est assez essentielle. Laurent, merci beaucoup pour ta présence. Merci à toi. Et puis on se retrouve bientôt. Bonne journée à tous. Merci beaucoup.